Élection générale à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana a tenu un géant meeting dans le cadre de sa campagne. En Éthiopie, annonce de poursuite judiciaire contre l'ex-président de Somalie. Il est accusé de crimes commis alors qu'il était à la tête de la région. Puis carnet noir aux États-Unis. Le sénateur John McCain est décédé ce samedi des suites d'un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis 1 an. Après 28 années de démocratie dans la sous-région ouest africaine, les syndicats de la sous-région ne présentent pas un état des lieux reluisants. D'où l'intérêt de cette caravane organisée par les membres de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, destinée à porter un message fort à l'endroit de leurs camarades dans la région ouest africaine. Dans la sous-région, nous avons constaté que les syndicats se portent mal. Et c'est en cela que nous nous sommes mis ensemble pour faire renaître l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, OTAO. Et c'est au nom de cette organisation que nous avons lancé cette caravane pour aller dans un premier temps au Togo et puis à Accra. Au Togo parce que nous avons le siège de notre régional CSI Afrique. Et à Accra, nous avons l'organisation de l'unité syndicale africaine OUSA. Leur porter le message qu'il faut qu'ils travaillent ensemble avec nous pour que nous retrouvons l'unité d'action tout au moins. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin estime que les négociations en vue d'une amélioration des conditions de travail des travailleurs ne portent plus leurs fruits au Bénin. Le syndicat béninois envisage donc désormais d'entamer des négociations au sein de l'espace CEDEAO afin de disposer de normes ouest-africaines. C'est le grand meeting de Marc Ravalomanana à Antananarivo après le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle malgache. Un meeting triomphal pour l'ancien président devant une foule d'environ 22 000 personnes au stade Mahamassina. Occasion pour l'homme de dévoiler ses ambitions pour un meilleur avenir pour le peuple malgache. Le moment est venu de bâtir et de reconstruire. Il est vrai qu'il y a eu la guerre, la rivalité. Le moment est venu de se réconcilier, que tout ça appartienne à l'histoire ancienne. Cessons les rivalités, cessez les vengeances. Revenons à la fraternité d'antan. Nous devons améliorer le matériel des forces de l'ordre. Regardez le défilé pendant la fête de l'indépendance. Ce sont les mêmes voitures qui datent du début de mon mandat en 2002 qui défilent toujours jusqu'à maintenant. Ce sont des voitures qui fument. On devrait vous apporter du nouveau matériel. On devrait vous donner de nouveaux hélicoptères et non pas ces tas de ferraille qui tourbillonnent avec le vent. PDG d'un grand groupe agroalimentaire, Ravalomanana a dirigé le Madagascar de 2002 à 2009. Il avait été contraint à la démission par un coup de force de l'armée après de violentes manifestations de rue inspirées par le maire d'alors de la capitale, Andry Rajoelina, qui lui a succédé à la tête d'un régime de transition de 2009 à 2014. Interdit de candidature en 2013, Marc Ravalomanana espère revenir au pouvoir à la faveur de la présidentielle prévue le 7 novembre et 19 décembre prochain. Après plusieurs semaines de controverses sur la légitimité des résultats de la présidentielle, Emmerson Mnangagwa a finalement prêté serment. Il devient donc officiellement le président du Zimbabwe. La cérémonie d'investiture a été ponctuée de la présence de nombreux partisans venus saluer la victoire de leur leader. Nous étions stressés par ce qui se passait, les procédures judiciaires, mais nous sommes heureux maintenant parce que tout a été finalisé et nous voulons que les gens s'unissent et travaillent ensemble.
and work together. Nous sommes venus célébrer la victoire du Zimbabwe dans son ensemble parce que je crois que la victoire du président Mnangagwa est pour nous tous. Emerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, au terme d'un règne autoritaire de 37 ans. Candidat de la ZANU-PF, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival du mouvement pour un changement démocratique, MDC, Nelson Chamisa. Agant de nombreuses fraudes, le MDC a contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle qui a finalement validé le scrutin vendredi. La justice éthiopienne se penche sur les crimes commis par Abdi Mohamed Omar alors qu'il était à la tête de Somalie, une région instable de l'Est de l'Éthiopie. Le Premier ministre est toutefois resté vague sur la nature des charges qui sont retenues contre l'ancien président de la région Somalie d'Éthiopie. Le sort du président somalien sera décidé par la loi. Quiconque a abusé de son autorité sera interrogé par la loi, y compris lui. Donc il sera jugé selon la règle de droit. La région Somalie est la deuxième plus grande d'Éthiopie après celle Oromo, mais aussi une des plus instables. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somalie avaient fait plus de millions de déplacés. En juillet dernier, l'ONG Human Rights Watch avait accusé le gouvernement régional somali d'administrer une prison secrète dans laquelle des prisonniers soupçonnés d'appartenir à un groupe séparatiste local subissent des tortures et des viols. Abdi Mohamed Omar, président de la région Somalie depuis 2010, a démissionné le 7 août dernier dans des circonstances encore floues sur fond d'intervention de troupes gouvernementales dans la région. Si les opérations vont ralentir avec la saison des pluies, Barkhane se prépare déjà à la crue du fleuve Niger en ayant recours à des patrouilles noctiques. Plusieurs embarcations pouvant transporter 18 fantassins ou 2 tonnes de matériel ont été employées ces derniers jours avec une mise à l'eau au sud de Gao pour un débarquement dans les villages de Batadia et de Warabia. Par le passé, le fleuve avait déjà été employé par les forces spéciales dans les premiers jours de l'opération Serval avec des canoës-kayaks, mais cette technique ne s'était pas généralisée. L'utilisation d'embarcations pourrait toutefois s'avérer utile dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger, les axes routiers dans la région devenant impraticables durant la saison des pluies. Dans le ciel, l'état-major français précise que Barkhane a pu bénéficier de l'appui des hélicoptères lourds britanniques CH-47 Chinook, désormais déployés à Gao et pleinement opérationnels depuis le 15 août. Enfin, le 20 août, pour la première fois, 2 Mirage 2000 se sont posés sur la piste de Gao qui vient d'être refaite par la MINUSMA. À ce jour, l'état-major assure qu'il n'est pas prévu de baser ses chasseurs bombardiers dans le nord du Mali, mais de disposer d'un terrain de secours en cas de problème. Gao a pourtant l'avantage d'être plus proche de la zone d'action de Barkhane. Au début de Serval, l'état-major avait même évalué la possibilité de baser des avions à Mopti Sévaré, mais c'est finalement sur l'aéroport de Bamako que les avions de chasse français furent un temps déployés. Reconnu pour ses actions de développement prenant en compte tous les secteurs sociaux, dont la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres, la première dame de la République de la Guinée équatoriale, Constancia Manguesou Okomodo Obiang, s'est vue attribuer le prix du mérite panafricain des premières dames d'Afrique 2017 au cours d'une cérémonie organisée au Centre international de conférences de Malabo. Un prix décerné par les panafricains qui vient couronner un bilan plus qu'élogieux de la première dame de la Guinée équatoriale. Elle a suffisamment accompagné le président, son mari, pour le défi de la stabilité de la Guinée équatoriale. C'est une question essentielle, la paix. Si, parce que Madame la Première Dame
ces actions ne concernent pas seulement les Équato-Guinéennes et les Équato-Guinéens, mais ça concerne presque toute l'Afrique. Prenant la parole, la lauréate du jour a remercié les organisateurs pour cette distinction et a rendu un vibrant hommage à ses conseillers et collaborateurs, grâce à qui toutes ces réalisations ont été possibles. En Guinée équatoriale, les témoignages liés aux actions sociales de la première dame sont légion. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, nous sommes très ravis de cette reconnaissance et nous encourageons notre première dame à continuer en avant. Pour rappel, en 1985, Constancia Manguesou Okomodo Obiang a créé le Comité de soutien des enfants équato-guinéens, une ONG qui se consacre à la protection, la santé et la formation des jeunes dans le pays. Elle a participé à de nombreuses réunions internationales sur les droits des femmes et la lutte pour l'amélioration des droits des classes inférieures. Sur le plan politique, elle est membre du bureau politique et coordinatrice de l'Association des femmes du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir. C'est dans la province que Jean-Luc Mélenchon, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, a choisi pour lancer la rentrée politique 2018-2019 de la France insoumise. En ligne de mire, les prochaines élections européennes prévues pour se tenir en mai 2019. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron, parce qu'on fait des manifestations, et là, ça sera un référendum. Les citoyens français, nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. Quand vous faites un référendum sur M. Macron, la vérité, c'est que vous faites un référendum sur l'Europe. Parce que M. Macron n'existe pas. M. Macron est juste le petit copiste de la Commission européenne et de Mme Merkel. Pour la cause, Jean-Luc Mélenchon souhaite proposer ce qu'il a appelé un angle le plus large possible et a, à cet effet, rallié des partis de gauche de nombreux pays. L'alternative crédible à ses yeux reste sa formation politique. Vous allez voter insoumis à l'élection européenne, d'abord pour dire à Macron « Stop, ras-le-bol, ça suffit, dégagez ». La liste proposée par la France insoumise, à en croire son leader, s'appellera Maintenant le peuple et s'entendra sur les questions de la sortie de l'OTAN, sur la contestation des traités budgétaires, sur la condamnation des gouvernements de coalition et sur la mise en place d'une règle verte. John Sidney McCain, l'ancien rival de l'ex-président américain Barack Obama lors de l'élection présidentielle américaine, n'est plus. Le sénateur américain est mort des suites d'un cancer de cerveau qui lui a été décelé depuis 1 an. Décédé samedi à l'âge de 81 ans, il était considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non conformiste de la politique américaine. La famille du sénateur avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer incurable du cerveau dont il souffrait, suscitant une avalanche de messages de sympathie aux États-Unis. John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Il s'est éteint aux côtés de son épouse Cindy. Peu de temps après l'annonce de sa mort, les réactions ont afflué pour saluer la mémoire de ce monument républicain en conflit avec beaucoup de monde, y compris au sein de la famille politique, mais dont le dévouement patriotique était reconnu par tous. John McCain était soigné dans son état de l'Arizona, où ses amis et collègues défilaient depuis des mois pour faire leurs adieux, conscients que la fin était proche. Malgré son traitement puis son absence de Washington depuis décembre dernier, il était resté relativement actif politiquement. L'été 2017, il avait défié le président Donald Trump et voté contre sa réforme du système de santé.